Bonjour à tous. Merci à Nico Héré de nous accueillir à bord de l'Hydrographe, ce très très beau bateau, construit au début du XXe siècle, en 1910. Voilà, alors, et merci bien sûr au Fed Maritime de nous accueillir. Nous allons donc, on nous a demandé à Fanny Bugnon et moi, donc Françoise Pencalette, de présenter Douarnenez dans les années 20 en insistant plus particulièrement sur pêcheurs en crise et femmes en lutte. Alors vous savez que nous sommes cette année 1924 dans le centenaire des grandes grèves sardinières de Douarnenez qui ont commencé à Douarnenez et qui se sont poursuivies dans les ports bigoudins. Donc on va essayer de vous faire cette petite présentation. Donc moi je vais plutôt insister sur le monde des pêcheurs et Fanny donc, vous présentera la grève. Alors pour commencer sur ce monde des pêcheurs, il faut qu'on revienne un petit peu au contexte du XIXe siècle qui est vraiment le Douarnenez qui est en pleine expansion. On est en 1850 dans un petit bourg sardinier où la sardine est mise sous presse avec une population de 4000 habitants à peu près et une population exclusivement maritime. Les hommes vont en mer sur les chaloupes, ils pêchent la sardine, c'est une monoactivité et les femmes travaillent à l'usine, dans les presses. Donc cette population, elle va évoluer sous l'effet de l'industrialisation, avec notamment l'invention de la conserverie, la pertisation de la sardine qui va être conservée, donc non plus sous presse, mais en conserve. Cette population va se développer très très rapidement parce qu'au début du XXe siècle, nous avons un peu plus de 12 000 habitants, presque 13 000 habitants. La population a donc triplé en une cinquantaine d'années. Donc vous imaginez le tout petit Douarnenez, minuscule, sur 70 hectares, qui accueillait initialement quelques milliers d'habitants, doit accueillir une population beaucoup plus nombreuse, laborieuse, avec des infrastructures urbaines qui ne répondent pas du tout aux besoins de cette population. Donc on a une population qui vit dans des conditions assez dramatiques, hein, des immeubles, des maisons qui sont de grandes maisons qui vont se développer vers là où vous avez le Bolomic, si vous avez pu voir un petit peu le tour de la ville pour ceux qui découvrent cette ville de Douarnenez. Et donc des populations qui s'entassent. On a une des densités les plus importantes d'Europe, donc dans ce Douarnenez du XIXe siècle. Donc on passe d'un bourg sardinier au milieu du 19e à une véritable ville industrielle avec évidemment des bateaux de plus en plus nombreux. On a 850 bateaux à peu près, une population de plus de 5000 marins-pêcheurs et 2000 femmes qui travaillent dans les usines, avec des conditions de travail qui sont aussi déplorables. On peut prendre par exemple les propos de Charles Tillon qui découvre Douarnenez dans les années 20 et qui trouve des conditions de travail qui lui rappellent les écrits de Zola par exemple. Les femmes travaillent à l'usine. Elles travaillent donc dans des conditions de travail et une intensité de travail qui est importante. La sardine est un poisson très fragile. Il faut le traiter immédiatement à la sortie du bateau. Donc les bateaux, s'ils arrivent la nuit, eh bien, il faut qu'elles travaillent parfois 18 heures, 19 heures. Les filles travaillent à l'usine très tôt. Il y a les lois scolaires, mais en fait, les petites filles, on les cache s'il y a des contrôles. Donc, on a des conditions de travail qui sont très, très difficiles. Donc, une ville en pleine expansion dans ce deuxième 19e siècle. Et entre le début du 19e et les années 20, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement? Alors, on est donc dans un port dans lequel il y a une monoactivité sardinière. Or, la sardine est un poisson, une ressource qui est versatile. Tantôt, elle est là, tantôt, elle n'est pas là.
Et à la fin du 19e, début du 20e, il y a de véritables disparitions de la ressource. Et il faut donc, par nécessité, pour toute cette population maritime, il faut trouver soit de nouveaux produits, une nouvelle ressource, ou de nouvelles zones de pêche. Donc nous avons nos pêcheurs bretons qui partent tantôt vers la mer d'Irlande, tantôt plus au sud, à la recherche de la sardine, mais aussi diversification vers de nouveaux produits. On pêche le thon, on pêche le maquereau en mer d'Irlande, sur les sorlingues, on pêche la langouste. Et ça, c'est un nouveau produit qui apparaît, enfin en tout cas qu'on découvre. On connaissait la langouste rouge sur les côtes bretonnes et on descend plus au sud, dans les eaux coloniales, vers aujourd'hui ce qu'on appelle la Mauritanie, sur les côtes du Rio de Oro, c'est une colonie espagnole, hein, l'Espagne, au niveau du Sahara. Alors, on a donc cette pêche qui se diversifie. Dans les usines, les conserveurs qui innovent également en modernisant leur type de production, et notamment par le développement du sertissage qui permet donc de supprimer le travail des soudeurs, les soudeurs qui ferment les boîtes manuellement. Donc on a une innovation dans les structures de l'usine, une innovation aussi dans les pêcheries qui va modifier complètement la structure du bateau qui, pendant les presses, était propriété des ateliers et là deviennent véritablement propriété du patron du bateau. C'est donc une pêche artisanale avec des pratiques solidaires extrêmement fortes. On embarque les filets des veuves, on a une rémunération qui se fait à la part, c'est-à-dire plus on pêche, plus on gagne. Donc on se retrouve dans les années 20 avec cette ville qui a changé, qui a connu une très forte diversification des pêches, qui instaure un calendrier des pêches saisonnières extrêmement rigoureux. On commence donc à la fin de l'hiver par la pêche au maquereau de dérive, la pêche à la sardine l'été, la palangre qui est une pêche qui est beaucoup plus annuelle et la pêche à la langouste qui devient aussi une pêche annuelle. On est donc dans une population maritime artisanale qui prélève un poisson de qualité avec des techniques de pêche traditionnelles. C'est le filet droit, c'est la ligne, donc c'est vraiment du poisson de qualité. On est dans un monde qui se modernise considérablement. On est dans le début de la mécanisation et Douarnenez reste très très ancré dans ses modes de prélèvement artisanal et traditionnel. Alors on leur a beaucoup reproché à cette population de marins qui à cette époque était plutôt vieillissante dans les années 20, qui commence aussi à diminuer. On n'est plus dans l'expansion démographique du 19e siècle. Et cette population, on la qualifie de archaïque, rétif au progrès, à l'innovation. En fait, aujourd'hui, à notre regard et à notre filtre du XXIe siècle, on les considérait comme des pêcheurs respectueux de la ressource et qui pratiquent une pêche évidemment durable. Mais à l'époque, ils étaient les archaïques. Alors, archaïques, pas à tout point de vue, puisque au niveau politique, c'est une population qui intègre très très vite les idées donc nouvelles de ce début du XXe siècle, avec notamment, vous savez, en 1920, le congrès de Tours, qui va provoquer la scission entre les communistes et les socialistes. Et à Douarnenez, dès 1920, en juillet 1920, est élu le premier maire communiste qui s'appelle Sébastien Vély. Donc on est dans une ville qui bouge politiquement, qui adopte des idées révolutionnaires. Et le maire Sébastien Vély donc, est depuis 1921 maire de Douarnenez. Il décède en 1924 et il est remplacé par le Flanchec, Daniel Le Flanchec, donc, qui est un personnage très très haut en couleur,
Peut-être que Jean-Michel interviendra tout à l'heure sur ce personnage assez exceptionnel. Voilà, donc nous voilà dans ces années 1924 et je vais donner la parole à Fanny pour qu'elle vous présente en fait cette évolution des pêcheurs en crise et qui va donc mener ces femmes en lutte parce que la population d'ornistes, on l'a dit, très sexuée hein, dans le travail, les hommes en mer, les femmes à terre. Merci Françoise. Je vais continuer. Du coup, Daniel Leflanchec, effectivement, c'est un personnage dont on va reparler. Alors, vous avez peut-être vu, il y a cette photo aussi qui est à l'entrée du port. Alors, là, elle est un peu plus sombre, mais Daniel Leflanchec, il est ici, là, avec sa casquette et sa cravate. Et c'est effectivement un personnage très haut en couleur et qui va jouer un rôle dans à la fois l'organisation politique des pêcheurs, mais aussi l'organisation politique des femmes. C'est une sorte de communiste libertaire, tatoué, chanteur, tribun remarqué et remarquable, qui est fils de sacristain et qui va ensuite, par toute une série de péripéties diverses et variées, arriver à Douarnenez avec des responsabilités fédérales au sein du Parti communiste local. Et donc s'installer dans le fauteuil de maire en octobre 1924, c'est-à-dire quelques semaines avant que n'éclate celle qu'on va appeler donc la grève des ouvrières d'usine, qui donc éclate à Douarnenez le 21 novembre 1924. Le point de départ de cette grève, c'est une revendication salariale. Elle démarre dans une usine qui fabrique ces fameuses boîtes métalliques, ces fameuses boîtes de conserve, qui s'appelle l'usine Carnot. Et hommes et femmes, puisqu'il y a aussi une main-d'œuvre masculine, même si elle est beaucoup moins importante, réclament la même chose, c'est-à-dire 20 centimes d'augmentation. Mais les hommes et les femmes ne sont pas rémunérés de la même façon, à la même hauteur, puisque l'inégalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la loi à l'époque, notamment dans le Code civil. Et il est tout à fait légal de rémunérer 2 fois moins les femmes que les hommes pour le même travail. Donc il n'y a pas de revendication d'égalité salariale dans cette grève. Par contre, le point de départ, c'est de demander 20 centimes. 20 centimes de l'heure, il faut se représenter ce que ça signifie, 20 centimes de 1924. Elles sont payées 80 centimes de l'heure, ces femmes, la plupart d'entre elles, et 80 centimes, c'est le prix d'un litre de lait. C'est-à-dire que leur salaire horaire est inférieur au prix d'un kilo de pain. Donc ce sont vraiment des salaires extrêmement bas. Françoise disait une population si très nombreuse, des conditions de vie difficiles et des salaires extrêmement bas. Une main-d'œuvre très nombreuse, puisque les poissons sont des matières premières à traiter rapidement. Il n'y a pas toute la chaîne frigorifique qu'on peut connaître aujourd'hui. L'avantage de la main-d'œuvre féminine, c'est qu'on peut la rémunérer beaucoup moins cher. Donc c'est une main-d'œuvre extrêmement rentable. Également les enfants, qui sont aussi une main-d'œuvre mise à contribution. Vous avez ici ce que j'ai retrouvé dans les archives départementales du Finistère. Donc la police a établi par... alors là, vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est pour vous indiquer qu'il y a toute une série de postes différents entre les femmes et les hommes, donc avec une comptabilisation des grévistes. Et là, on est soit le 26, soit le 27 novembre, donc dans la première semaine de la grève, et on a au total déjà plus de 2100 personnes qui sont recensées comme grévistes au sein des usines. Je ne parle pas des pêcheurs, là on parle seulement des usines avec toute une série donc, de postes, et les enfants sont payés encore moins. Alors en théorie, le travail en usine est interdit avant l'âge de 12 ans. Les témoignages de petites filles racontent, enfin de femmes qui ont été des petites filles à un moment, racontent qu'à 12 ans, on leur mettait la coiffe et elles allaient à l'usine. D'autres racontent qu'on leur a mis la coiffe avant l'âge de 12 ans et qu'elles sont allées à l'usine dès 10 ans, 9 ans parfois, parce qu'on est sur des familles extrêmement nombreuses. C'est des familles de 10, 12, 13, 14 enfants. Le père est pêcheur, la mère travaille aussi à l'usine et que, eh bien, il faut nourrir aussi toute cette famille. Donc, eh bien, on met à profit les enfants. Et spécificité de l'industrie de la conserve alimentaire et de la conserve de poissons, la réglementation du travail qui, depuis 1892, interdit le travail en usine pour les femmes la nuit, ne concerne pas les conserveries de poissons. C'est-à-dire que les conserveurs ont obtenu une dérogation
au titre de la fragilité de la matière première. Donc il n'y a pas de comptabilisation horaire et d'encadrement horaire quotidien du travail. Donc ça veut dire qu'on arrive à l'usine quand on est prévenu que c'est l'heure d'embaucher, il n'y a pas d'heure fixe, et on rentre chez soi quand on a terminé de traiter tous les poissons qui étaient arrivés à l'usine. Donc vous voyez que ce sont des conditions extrêmement difficiles, et le point de départ, c'est effectivement de demander 20 centimes de l'heure. Vous voyez toutes ces petites têtes avec du blanc, c'est ces femmes en coiffe. Et je me mets devant, mais après je m'écarte. Ici, vous avez une dame avec un chapeau qui tourne la tête. On la voit parce qu'elle n'a pas de blanc sur la tête. Je suis désolée, du coup, je vous cache le truc. Ça va ? Bon. Cette femme qui tourne la tête, elle va avoir un rôle fondamental dans la structuration de la grève. Elle s'appelle Lucie Colliard. Ce n'est pas une ouvrière, c'est une militante syndicale professionnelle du syndicat qui est lié au Parti communiste, qui s'appelle la CGTU, puisque la SFIO a scissionné entre socialistes et communistes. Eh bien, la CGT, le syndicat, a aussi scissionné, avec d'un côté donc la CGT restée dans le giron, enfin plutôt proche des socialistes, mais non affiliée à la SFIO, qui est attachée au principe d'indépendance syndicale, et puis la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, qui, elle, est vraiment une organisation affiliée au Parti communiste et qui est majoritaire et qui est la seule organisation syndicale qui est présente au moment de la grève à Douarnenez. Je parle côté ouvrier, on pourra parler tout à l'heure du syndicat patronal. Donc Lucie Colliard, en fait, elle est appelé vraisemblablement par Daniel Leflanchec. J'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est lui qui l'a fait mander par télégramme. En tout cas, il fait demander une femme syndicaliste. Il ne faut pas un syndicaliste, il faut une femme syndicaliste. Ce n'est pas la première arrivée, c'est la deuxième arrivée. Elle arrive le 25 novembre 1924 et le jour de son arrivée, le matin à Tréboul, à la gare de Tréboul, elle participe à ce premier cortège et vous voyez, c'est un cortège de femmes. Il y a quelques hommes sur les côtés, mais c'est surtout un cortège de femmes. Et cette grève, eh bien, elle va être structurée, organisée par toute une série de militants, militantes à la fois locales, mais aussi donc, qui sont venus à Douarnenez pour participer à ce qui est pressenti comme une expérience politique d'organisation de la classe ouvrière forte d'enjeux, c'est-à-dire qu'il faut remporter cette bataille, parce que c'est l'occasion aussi de montrer la capacité du Parti communiste et de son syndicat à organiser la classe ouvrière et à remporter des victoires syndicales. Donc il y a vraiment un enjeu à faire organiser et tenir cette grève chez des femmes qui n'ont pas de tradition d'organisation syndicale. Il y a eu en 1905, une précédente grève, un premier syndicat d'ouvrières de la conserve, mais ce syndicat n'a pas duré. Et donc les femmes n'ont pas cette culture d'organisation syndicale, ce qui arrange par ailleurs beaucoup les usiniers, puisqu'il y a quelques grèves sporadiques qui peuvent éclater de ci, de là, mais pas de structuration. Là, cette grève, elle s'étend à la vingtaine d'usines que compte la ville. Toutes les usines sont touchées. Elles ne sont pas nécessairement à l'arrêt, mais toutes les usines. Les conserveries, la biscuiterie de Ploiré, les scieries, les usines qui fabriquent les filets de pêche aussi. Toutes ces usines sont concernées parce qu'il y a cette volonté d'organiser la grève. Et Daniel Leflanchec fait installer, au 3e jour du conflit, le comité de grève au sein de sa mairie. Donc il y a aussi l'idée d'accompagner politiquement le conflit. Par la suite, Lucie Colliard, avec les autres, va constituer un comité de grève qui est mixte. Il y a des femmes et des hommes qui font partie du comité de grève. Il va établir un cahier de revendications. Et dans ce cahier de revendications, on va porter la revendication à une réclamation supérieure. La revendication pour les femmes, ça va être 1,25 franc, le fameux slogan Pemrel Arvo que vous avez peut-être lu ou entendu, c'est-à-dire 25 sous, c'est-à-dire 1,25 franc de l'époque, donc qui va être obtenu, enfin demandé en tout cas, en disant mais en fait 1 franc c'est pas assez ce que vous demandez dans un contexte d'inflation, ça ne suffit pas, dans 6 mois vous aurez besoin de refaire grève parce que vous n'y arriverez pas, dans une période d'inflation très forte au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc sous l'impulsion, entre autres, de Lucie Colliard, la revendication est portée donc à 1,25 franc. Et puis, les pêcheurs aussi s'organisent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un syndicat d'ouvrières qui est créé, mais il y a aussi un syndicat d'inscrits maritimes de pêcheurs qui est mis sur pied et qui va finalement rejoindre la grève en solidarité avec les femmes en disant si on veut que la grève elle marche, il faut qu'il n'y ait plus de poissons pêchés non plus. Donc à partir de la mi-décembre, parce que c'est une grève qui va durer 7 semaines, à partir de la mi-décembre, vous voyez ici
Le cortège, il est mixte. Il y a en plus des enfants qui sont à l'avant du cortège. Donc ça, c'est une photo qui est prise effectivement dans la deuxième moitié du mois de décembre 1924. Et on a des manifestations qui sont quasi quotidiennes. Des manifestations dont le préfet et le commissaire de police soulignent le caractère relativement pacifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émeute, il y a très peu de bris de vitres et parfois, écrit le commissaire de police dans ses rapports, ce sont peut-être des actes de provocation, on ne peut pas l'exclure. En tout cas, très peu de dégâts, pas de confrontation, pas de destruction d'usines, pas de séquestration de patrons, même si certains militants de la CGTU ont essayé de pousser en ce sens. Ce ne sont pas des pratiques qui ont eu lieu. Donc cette grève, elle va être soutenue, elle s'ancre dans cette dynamique politique. Il y a des relais dans la presse communiste nationale, à la une de l'Humanité. Il y a donc ce comité de grève. Alors là, c'est une partie du comité de grève qui fait venir aussi des syndicalistes ou des députés ou des journalistes qui ont une visibilité nationale sur le plan des mouvements sociaux. Alors j'ai mis en rouge... Désolée pour les gens qui sont dans le coin, je ne suis pas transparente, mais ça va à peu près. Les gens que j'ai mis en rouge et que j'ai entourés sont des gens qui vont jouer vraiment un rôle structurant dans l'organisation. Donc Daniel Leflanchec, le maire qui est au premier rang, ici avec cette couronne de fleurs à ses pieds. Charles Tillon qui est à gauche avec sa casquette, qui est donc permanent syndical pour la CGTU à l'échelle de la Bretagne, qui vient de Rennes et qui est arrivé avec Lucie Colliard au début du mouvement et qui va rester pendant tout le mouvement. Maurice Simonin qui est à ses côtés avec sa grosse moustache, qui est le responsable syndical de la CGTU pour tout le secteur de l'alimentation à l'échelle nationale et qui est présent aussi pendant une bonne partie de la grève. Et donc Lucie Colliard ici que vous voyez de face, mais toujours avec son chapeau, qui est présente. Là, c'est une partie du comité de grève. Tous les membres du comité de grève ne sont pas présents. Et j'ai souligné en fait les noms des personnes qui font partie du comité de grève. Mais tous ne sont pas présents. Mais vous voyez, il y a des ouvrières, des ouvriers, des syndicalistes. Et puis vous avez aussi des gens qui sont présents, des députés, des journalistes, comme je disais tout à l'heure, pour donner une visibilité autour de cette grève qui vraiment a un retentissement national. Alors la confrontation, elle est tendue. Elle est tendue avec le syndicat des usiniers, avec le syndicat patronal qui, dans les premiers jours de la grève, refuse en fait de négocier avec le comité de grève en disant « c'est une grève politique, c'est une grève communiste, nous refusons de discuter avec ces gens-là ». Ça, c'est la ligne de départ du syndicat patronal qui demande d'ailleurs à la préfecture de mettre en place un dispositif de sécurité pour ces usines. Et donc assez rapidement, il y a des renforts de gendarmerie qui sont envoyés, mais le préfet est dans une logique de refuser aussi de montrer les muscles en quelque sorte. Une présence certes, mais une présence qui se veut relativement discrète. C'est-à-dire qu'il y a des patrouilles de gendarmerie. Alors là, vous voyez, c'est un plan qui a été fait à la main pour les gendarmes. On a dessiné 3 secteurs dans lesquels patrouiller pour les gendarmes. Le premier secteur qui est ici, c'est le secteur du Rosmer, c'est le quartier dans lequel on se trouve là aujourd'hui. Et tout ce qui est en rouge, c'est une usine. Donc vous voyez la concentration d'usines ici sur le secteur du Rosmer. Le deuxième secteur, c'est le secteur qu'on appelle le secteur du Guet, donc qui est ici, qui est là à peu près au niveau d'où se trouve la MJC actuelle, au bout. Et vous avez le troisième secteur, qui est le secteur du Port-Rue, qui se trouve ici. Vous avez aussi une usine métallique et puis une biscuiterie aussi, la biscuiterie Ploiret, qui est un petit peu à l'écart. Donc tout ce qui est en rouge, c'est une usine. Donc vous voyez, il y a une densité, Françoise le disait, il y a un resserrement topographique de Douarnenez. Et cette concentration d'usines, les gendarmes doivent circuler par patrouille de 2, ne doivent jamais stationner devant une usine et ont interdiction de se rendre dans 2 endroits qui sont considérés comme étant à risque. Un endroit qui s'appelle la place de la Croix. Ici, c'est là où il y a le Bolomic aujourd'hui. Daniel Leflanchec avait voulu la faire rebaptiser la place Lénine. Ça n'a pas plu au préfet. Et puis juste à côté, la mairie, donc l'ancienne mairie qui se trouve au niveau de l'actuelle maison Charles-Tillon, donc qui se trouve juste ici, qui est encadrée en noir. Il ne faut pas qu'il passe là. Il ne faut pas non plus qu'il passe devant les halles.
Donc, que vous voyez ici un petit peu plus loin, parce que ce sont une présence de gendarmes qui serait jugée provocante. Mais il faut surveiller et puis noter ce qui peut se passer éventuellement. Alors, les patrons refusent de discuter et la grève dure. La grève dure à tel point que le ministre du Travail, en personne, Justin Godard, invite... au moment où les pêcheurs rejoignent le mouvement, les deux parties, c'est-à-dire le comité de grève et le syndicat patronal, à une médiation, à discuter pour essayer de trouver une sortie à ce conflit. Alors vous avez à la une de l'Humanité, le 16 décembre 1924, cette photo où vous voyez donc la délégation avec Lucie Colliard, toujours avec son chapeau, et puis ces 3 ouvrières en coiffe sur les marches du ministère du Travail à Paris. Le ministre du Travail reçoit d'abord la délégation ouvrière, puis la délégation patronale, qui a refusé qu'il y ait une concertation autour de la même table. Et les usiniers refusent en fait d'accéder aux revendications. Ils proposent éventuellement d'aller à 90 centimes de l'heure pour les femmes, donc une augmentation de 10 centimes à partir du 1er janvier 1925, ce qui est jugé totalement insuffisant par le ministre lui-même. Pour vous donner une idée de ce que représentent les salaires sur les finances d'une conserverie, l'inspecteur du travail, au mois de novembre 1924, considérait que les salaires représentaient 6% du prix d'une boîte de conserve vendue, et donc estimait que la marge de progression de la part des usiniers était certaine sans risquer de mettre en péril économiquement les entreprises. Donc voilà, ce sont des salaires extrêmement bas. Cet arbitrage va finalement échouer. Donc la délégation revient à Douarnenez. Les patrons en ont profité pour rester un petit peu plus longtemps à Paris que la délégation ouvrière et vont se rendre dans le 6e arrondissement de Paris auprès d'une officine, ce qu'on appelle un syndicat jaune avec des guillemets, qui se présente comme un syndicat réformiste mais qui n'a de syndicat que le nom, qui est en fait une officine de briseurs de grève qui s'appelle l'Aurore syndicale et qui recrute des briseurs de grève, 16 briseurs de grève, pour essayer de mettre un terme à ce mouvement et donc de faire plier les grévistes, d'abord en essayant de convaincre, de trouver une solution usine par usine, alors que la ligne du comité de grève, c'est le même règlement pour tout le monde, à une égalité de rémunération dans toutes les usines. Et puis ces techniques de persuasion avec des tracts diffamatoires, des affiches diffamatoires qui accusent les membres du comité de grève d'orgie, de s'enrichir sur le dos des grévistes, ne donnent pas, n'arrivent pas à leurs fruits. Et va se produire un événement dramatique. Le sang a coulé à Douarnenez le 1er janvier 1925, aux alentours de 18h45, dans un des cafés qui se trouve justement au niveau de la place de la Croix, donc au soir du 1er janvier 1925. Il y a des coups de feu qui sont tirés par ces briseurs de grève dans le café qui s'appelle l'Aurore, dans lequel se trouve notamment Daniel Leflanchec et d'autres membres du comité de grève, d'autres marins. Il est touché à la gorge. La rumeur se répand qu'il a été tué. Et tout de suite, il y a un mouvement de foule. Les briseurs de grève se réfugient juste à côté, si tu peux montrer la photo juste après, Françoise, à l'Hôtel de France, dans lequel ils sont logés. Donc ils se barricadent dans l'Hôtel de France. La foule parvient à pénétrer donc, dans le café, le rez-de-chaussée de l'Hôtel de France, le saccage. Alors les dégâts sont importants, sont estimés à 14 000 francs de l'époque, 80 centimes de l'heure pour les ouvrières, 14 000 francs, ça vous donne un peu une idée donc, de l'échelle des dégâts. Daniel Leflanchec est transporté à l'hôpital de Quimper. En fait, il n'est pas mort, il est blessé, il est touché à la gorge, mais il va survivre presque miraculeusement, même si, alors peut-être son côté fils de sacristain l'a protégé, je n'en sais rien, mais en tout cas, il survit à ses blessures. Ce sont ses cordes vocales qui ont été touchées. Son neveu, lui, est touché plus grièvement à la tête, mais finalement tout le monde va sortir assez rapidement de l'hôpital et Daniel Leflanchec revient le 5 janvier 1925 à Douarnenez. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure du comité de grève avec Daniel Leflanchec avec une couronne de fleurs à ses pieds est une photo qui est prise le jour de juste après son retour.
Et là, cette séquence de ce qu'on appelle au départ les incidents de Douarnenez, eh bien, fait intervenir de manière plus ferme le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail et donc le préfet du Finistère, qui là tape du poing sur la table en direction des usiniers et qui dit maintenant ça suffit. Ça suffit. Vous avez failli, en tout cas très vite en fait, les briseurs de grève font savoir qu'ils ont été payés par le syndicat patronal. Pour donc mettre un terme à la grève. Alors, il n'est pas explicitement dit qu'ils devaient attenter à la vie de Daniel Leflanchec. Donc, en tout cas, ils sont venus avec des pistolets. Donc, déjà, c'est une manière de vouloir mettre un terme à un conflit particulièrement musclé, on va dire. Mais là, le préfet dit ça suffit, on ne s'en prend pas au premier magistrat d'une ville, qu'on partage ou pas ses opinions, la situation va devenir ingérable. La crainte pour le ministère du Travail, pour la préfecture, c'est que ce mouvement de grève se propage. Si on fait un martyr, la propagation est certaine. Donc il faut arrêter immédiatement. Donc le président du syndicat patronal prend la poudre d'escampette. Il part vraisemblablement visiter l'une de ses usines au Maroc. Parce qu'à l'époque, les usiniers possèdent déjà des usines sur les rives de la Méditerranée et de l'Atlantique. Donc il part effectivement au Maroc. René Béziers, qui était le président du syndicat patronal, donc se fait porter pâle. Et les autres membres du syndicat patronal eh bien, se mettent autour de la table et consentent aux revendications des ouvrières, non pas 1,25 franc de l'heure comme elles le demandaient, mais ce que les ouvrières d'une petite usine qui se situait au niveau du Port-Rue, l'usine de Madame Quérault, eh bien, avaient obtenu à la fin du mois de décembre 1924, c'est-à-dire 1 franc de l'heure, la reconnaissance de la liberté syndicale, la majoration des heures de nuit et toute une série de dispositifs annexes. Donc finalement, un protocole de sortie de grève est signé le 6 janvier 1925, à Douarnenez devant le juge de paix. Le 7 janvier, dernière manifestation, ici, Daniel Leflanchec est au centre. On retrouve ici les femmes qui sont au deuxième rang et des militants et des députés communistes qui se trouvent au premier rang. C'est la dernière grande manifestation de cette grève. La journée est chômée pour les quelques usines qui avaient repris le travail. L'usine Quérault, la filature Belleguic aussi, qui avait repris le travail à la fin du mois de décembre, enfin, au tout début du mois de janvier. Dernière journée de grève, dernière journée chômée, dernière journée de bal, puisque outre les manifestations, les meetings, il y a aussi régulièrement des bals. Et finalement, le travail reprend dans l'ensemble des usines le 8 janvier 1925 au matin, avec un parfum donc, de victoire ouvrière, puisque les femmes ont obtenu donc, 1 franc de l'heure et les hommes 1 franc 50. Donc pas de revendication d'égalité salariale à cette occasion. Donc la reconnaissance, je l'ai dit, du droit syndical. Et puis pour les militants communistes qui sont venus à Douarnenez pour l'occasion, eh bien, une grève ouvrière à célébrer et à faire connaître et à diffuser. Donc cette capacité à la fois du Parti communiste et de son syndicat eh bien, à mener des batailles et à les obtenir. Alors, ce que dira l'un des délégués syndicaux dans un congrès futur du parti, de la CGTU sur la grève, il va dire, certes, c'est une grève victorieuse. Les ouvrières et les ouvriers ont été extrêmement courageux, déterminés, n'ont pas fléchi pendant 7 semaines. Il y a une très forte solidarité à la fois locale, mais aussi avec des collectes financières, des distributions de secours, la soupe populaire qui a permis en fait à ce mouvement de tenir. Mais on a eu aussi les industriels qui se sont comportés, je cite ce militant communiste, comme des imbéciles en faisant appel à ces briseurs de grève et qui donc du coup eh bien, se sont fait prendre à leur propre jeu et ont été contraints d'accéder aux revendications ouvrières et le syndicat patronal est défait effectivement à cette occasion. Alors cette grève donc va être célébrée régulièrement par les militants syndicaux et les militants communistes. C'est aussi un moment de fierté pour les pêcheurs, pour les ouvrières et en particulier pour ces femmes qui donc ont été aussi prises comme les égales des hommes sur le plan de la négociation syndicale et de la négociation politique. Et ça, c'est aussi une situation inédite à une époque, je le disais en préambule, où les femmes eh bien, sont des inférieures du point de vue du droit. Elles le resteront.
pendant plusieurs années. L'une d'entre elles qui ne figure pas au premier rang, qui ne fait pas partie du comité de grève, mais qui est vraisemblablement présente dans ce cortège, qui s'appelle Joséphine Pencalette. Il y a la grande scène qui porte son nom, ici, là, sur le site des Fêtes Maritimes, eh bien, va être élue conseillère municipale au mois de mai 1925 sur la liste de Daniel Leflanchet, qui il y a un nouveau scrutin municipal qui est organisé au mois de mai 1925, et le Parti communiste va rafler 26 des 27 sièges. Et parmi ces 26 conseillers municipaux communistes, eh bien, une femme. Et c'est la première fois en Bretagne, et c'est même la première fois en France, que des femmes vont réussir à être élues alors qu'elles n'en ont pas le droit. Donc, ce qui prouve bien que les expérimentations sociales et politiques peuvent se conjuguer. Voilà, je vais m'arrêter là, du coup, pour ce matin. Mais par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions et d'échanger, Françoise et moi, si vous le souhaitez. Je vais boire un coup. Oui, merci. La grève a diffusé dans un certain nombre d'usines à l'extérieur de Douarnenez, notamment à l'Esconil. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Quelle est l'ampleur, ce qui s'est passé? Je peux montrer la dernière diapo, en fait. Encore une. Voilà, et là, tu fais défiler. Voilà les ouvrières de l'Esconil qui se rendent en délégation au Guilvinec en 1926. Françoise l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, cette dynamique de syndicalisation et de contestation sociale, elle va essaimer parce que les militants que vous avez vus, ils prennent le train, ils prennent le vélo et ils vont faire le tour du pays bigoudin. Des grèves donc à l'Esconil, des grèves à Loctudie, des grèves à Pont-l'Abbé, immortalisées par ce tableau de Charles Tillon que vous pouvez voir au Port-Musée, avec une petite exposition, enfin une exposition, pardon, pas petite, mais une exposition qui l'accompagne et donc qui s'inspire, donc vous voyez, bon, en grossissant la foule de l'Esconil, mais en s'inspirant aussi de tout ce qu'il a vu à Douarnenez, puisque Charles Tillon va vraiment jouer un rôle à Douarnenez et sur l'ensemble du Sud Finistère. Et ce tableau qu'il peint en 1926 va inspirer, tu peux appuyer encore une fois, Françoise, peut-être connaissez-vous cette affiche, célèbre affiche, si vous ne la connaissez pas encore, maintenant vous la connaissez, donc, qui s'inspire et qui revisite donc ce cortège de femmes en coiffe à l'ombre du drapeau rouge pour s'organiser. Donc il y a eu effectivement plusieurs conflits qui ont eu des retentissements variés. Je sais qu'à Loctudie en particulier, le conflit a été victorieux, mais l'ensemble des femmes syndiquées qui avaient participé ont été licenciées à l'issue du conflit. Donc c'est une victoire très amère. C'est-à-dire qu'elles ont obtenu des augmentations de salaire, mais celles qui ont mené les combats ont été remerciées pour avoir perturbé le fonctionnement des usines. Alors qu'à Douarnenez, il y a eu ce qu'on appelle le contrat de Douarnenez, qui avait vocation à s'appliquer dans toutes les usines. En tout cas, le syndicat essayait de les faire appliquer dans les autres ports et prévoyait donc la liberté syndicale et la protection, enfin en tout cas l'interdiction de renvoi pour des faits de syndicalisation. Alors, les pourcentages, en fait, sont variables d'une usine à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des usines qui sont complètement à l'arrêt et d'autres qui continuent à fonctionner, mais au ralenti. Et il faut savoir que les usines, elles ne font pas toutes la même taille. Il y a des ateliers qui comportent une dizaine d'ouvrières, enfin quelques dizaines d'ouvrières, et la plus grosse de mémoire, c'est celle de René Béziers, dont le bâtiment n'existe plus, mais ça se situait là où il y a l'actuel parking du centre, et c'était 230 ouvrières qui y travaillaient. Voilà. Mais la ville est paralysée, et le préfet considère, au bout de 3 jours, que la grève est générale, c'est-à-dire que toutes les usines sont touchées. J'aurais 2 questions sur les rapports hommes-femmes. Ce qu'on dit sur la fin de la grève, c'est que les sardiniers se sont dit on se rattrapera sur le prix du poisson, ce qu'on a donné aux ouvrières. C'est ce que c'est vrai, c'est une légende. Et la deuxième, c'était les femmes grévistes de Douarnenez sont devenues un peu des emblèmes féministes. Est-ce que c'est un contresens historique de présenter leur combat comme un combat féministe, ou est-ce que ça avait du sens dans les circonstances de l'époque ? Alors, je réponds sur la question féministe. Aujourd'hui, c'est effectivement un mouvement qui est réapproprié, vu comme un mouvement féministe.
Alors c'est compliqué de le lire comme ça. En tout cas, à l'époque, il n'y a pas de revendication d'égalité. Pas de revendication d'égalité salariale. Ça n'existe pas. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a eu une tentative, dans les tracts de la CGTU, figure la revendication à travail égal, salaire égal, mais c'est une revendication qui n'est pas reprise par le comité de grève, qui n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, c'est une grève de femmes et je comprends que des mouvements de femmes féministes veuillent aussi s'inspirer de ce mouvement de femmes qui luttent et qui obtiennent victoire. Mais il n'y a pas de caractère, de revendication féministe. Après, on peut dire que c'est féministe de s'organiser entre femmes, mais c'est une question qui est plus discutée par les historiennes et les historiens. Voilà. Mais en tout cas, c'est une grève de femmes et c'est une grève victorieuse. Et qui s'organise à une époque où les femmes sont légalement en position d'infériorité par rapport aux hommes. Alors concernant la relation entre les marins et les pêcheurs et les sardinières, en fait, j'ai parlé tout à l'heure du calendrier des pêches qui était un calendrier très élaboré et la période de la sardine s'arrête à peu près le 10 décembre. C'est-à-dire que lorsque commence la grève, surtout qu'on est dans une période assez difficile où il y a beaucoup moins de poissons, c'est beaucoup plus facile pour les marins de suivre les ouvrières en grève, puisque dans tous les cas, le poisson, à ce moment-là, fait défaut. Donc, on a eu un suivi très, très rapide des marins dans le mouvement de grève des femmes. Voilà. Ah oui, alors sur le prix du poisson, tu dis qu'il a été indexé. Ouais, alors il y a eu effectivement des prix qui ont été contraints. On est donc dans une dépendance totale des marins-pêcheurs à l'égard des usiniers. Et effectivement, ceux qu'ils ont pu céder aux unes, ils l'ont repris sur les autres. On a une population donc de marins qui ont des chaloupes. Vous avez peut-être vu tout de suite à l'entrée du mur de la honte, ici, vous avez une petite expo qui est faite sur l'évolution des bateaux, des chaloupes. On vous présente, c'est l'association Treizour qui a fait cette expo qui est très très chouette, qui vous montre l'évolution des bateaux. Et ces bateaux, donc à ce moment-là, sont des bateaux totalement indépendants, artisanaux, et ils dépendent de l'achat effectivement des conserveurs qui vont fixer les prix. On a une domination et une domination complète des conserveurs sur le prix. Ouais. Alors, sur peut-être aussi l'évolution portuaire dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, on voit ici, vous voyez les deux cales, la cale ronde et la cale raie, qui sont des infrastructures très très anciennes et que vous voyez, dès que vous sortez du bateau, vous verrez ces vieilles infrastructures. On parlait tout à l'heure d'une modernisation et d'une augmentation des bateaux avec les tonniers, avec les dindés mauritaniens, qui sont des bateaux beaucoup plus importants, à peu près de 100 tonneaux de jauge brute. Et en fait, on arrive à une situation où Douarnenez, le port de Douarnenez, la ville, on l'a dit, elle sature dans son espace urbain, et d'où le développement des communes avoisinantes, Ploiré, Tréboul. Mais le port de Douarnenez sature aussi dans son infrastructure portuaire. Et au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il a été question que Douarnenez puisse bénéficier des dommages de guerre et donc pour élaborer de nouvelles structures portuaires qui soient beaucoup plus adaptées à la modernisation et à l'agrandissement en fait des bateaux. Et ces propositions de modernisation du port ne se font pas dans l'immédiateté. Donc en 1919, quand c'est proposé, il y a des
tergiversation, des débats sur les propositions qui sont faites. Il y a 3 propositions en fait. Vous avez donc le port ici du Rosmer. On envisage d'améliorer un petit peu l'existant, ce qui est une proposition qui semble un petit peu insuffisante. Une deuxième qui convient aux marins-pêcheurs, c'est en fait de créer un port en eau profonde qui va du Flimiou, donc le rocher là où vous avez derrière le chantier Gléenne, jusqu'à l'île Tristan. Et la troisième proposition, c'est de créer un port à Tréboul. Donc là, évidemment, pour les Douarnenez, créer un port à Tréboul, ça ne le fait pas du tout, hein. Un port, c'est à Douarnenez. Mais en fait, ce port, la deuxième proposition est celle qui est privilégiée par les marins. Et en fait, elle ne verra jamais le jour. Tout d'abord parce qu'il y a des tensions très fortes entre l'État, la Chambre de commerce, dominée par les conserveurs et notamment par René Béziers, dont parlait tout à l'heure Fanny, qui va mettre les bâtons dans les roues en fait à ce projet. Et quelque part aussi parce que ce projet d'un grand port industriel était totalement à l'encontre de la structure sociale artisanale de la pêche sardinière et saisonnière qu'il y avait à Douarnenez. Et à partir, donc il y a pendant 8 ans à peu près énormément de débats. Qui va payer? La part de l'État, la part de la commune, la part du conseil départemental, du conseil départemental. Et en fait, en 1927, le conseil municipal de Douarnenez décide d'abandonner le projet. Et Douarnenez, le port de Douarnenez, va rester pendant une vingtaine d'années limité dans sa petite enveloppe, insuffisante. Et ce qui fait que la population maritime n'a pas la structure qui lui convient. Pour les grands Mauritaniens, puisque par exemple, dès le début des années 20, il y a 18 grands Mauritaniens qui sont construits. Donc c'est vraiment une flottille nouvelle qui apparaît et qui n'a pas les structures suffisantes pour se développer. Et c'est peut-être une des explications aussi de ce déclin portuaire de la ville de Douarnenez aujourd'hui. Un port qui n'a jamais été suffisant, c'est l'Orient en 1927, quand Douarnenez abandonne, qui bénéficie des financements pour construire le port de Kéroman. Donc voilà, alors le conflit, est-ce que Béziers a joué un rôle plus important ou pas? On n'en sait rien. Est-ce que le Flanchec aussi, avec ce maire communiste, ne voulait pas voir se développer un port industriel où on aurait une modernisation des infrastructures, des bateaux, mais aussi peut-être un salariat, alors que les marins ici étaient à la part, et pour la plupart, dans la pêche artisanale, ils sont toujours aujourd'hui rémunérés à la part, c'est-à-dire plus ils pêchent, plus ils gagnent. Une fois qu'on a retiré les frais donc, de carburant, de filets, parce que tous les bateaux sardiniers, dans la plupart des bateaux sardiniers, les marins étaient propriétaires de leur engin de pêche, c'est-à-dire qu'ils possédaient leurs filets, et dans certains bateaux, dans certaines pinasses, donc qui fonctionnaient, ils appelaient ça à moitié, eh bien, le patron était propriétaire des filets. Par exemple, la pinasse de mon grand-père qu'il a construit en 1931 était une pinasse sur laquelle il possédait les filets. Et donc, il prenait la moitié pour le bateau et la moitié pour l'équipage. Mais les gars ne payaient pas leur filet. Moi, j'ai une petite interrogation par rapport aux échanges avec les syndicats, les syndicalistes, et quand ils vont à Paris, les ouvriers, ils parlaient breton ou français? Comment se faisaient les échanges? D'accord. Simplement, je voulais savoir comment s'était organisée la solidarité et comment était la population de Douarnenez par rapport aux grèves. Alors, sur la solidarité, en fait, on l'a dit très vite, à partir du moment où les pêcheurs vont soutenir les ouvriers, on a vraiment une très, très grande solidarité qui s'installe dans la ville, avec notamment des sorties en mer pour ravitailler les soupes de poissons, ou l'apport également de légumes par les fermes environnantes. Donc, il y a vraiment une solidarité
au niveau alimentaire de la soupe populaire qui se met en place très très rapidement. On est dans une période hivernale, donc avec des difficultés. Hein. On a parlé tout à l'heure aussi des conditions de l'habitat dans la ville de Douarnenez, des conditions vraiment qui sont catastrophiques. Il y a des problèmes d'insalubrité, de densité très forte et donc d'entassement des populations. D'où aussi, vous avez vu sur le port du Rosemeur, vous avez des bars. Les bars, en fait, sont des sas pour la population. Quand on vit à l'étroit dans des espaces très, très limités, eh bien, le bar n'est pas seulement le lieu où on se répartit la paye. Elle se faisait dans les bars. Chaque bateau avait un bar qui lui était attribué. C'est vraiment un lieu de sociabilité extrêmement important. Et puis du côté de la solidarité à l'échelle nationale, il y a aussi des souscriptions en fait qui sont lancées, des collectes d'argent, donc de la part de municipalités communistes, de la part d'individus, enfin il y a vraiment une solidarité large de cellules communistes aussi dans d'autres villes qui s'organisent. Et donc en fait chaque matin, le comité de grève, il y a pointage des cartes au comité de grève, et puis il y a ce qu'ils appellent distribution des secours, donc qui peuvent être en nature. Des légumes en particulier, de l'alimentation quand c'est pas la soupe populaire, et puis aussi de l'argent qui est donné. Pendant la grève, il y a les fêtes de Noël qui ont lieu, et bien il y a une sorte d'arbre de Noël, il y a une distribution de jouets qui a été organisée par la mairie avec le comité de grève. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension nationale, et de ce point de vue-là, les syndicalistes et les militants et les journalistes, en particulier de l'Humanité qui sont présents, jouent un rôle dans le relais de ces appels à solidarité, et tout arrive en fait à la mairie de Douarnenez qui ensuite répartit. Et ce que raconte Lucie Colliard, qui a écrit une petite brochure, je dis petite parce qu'elle est courte, elle fait une 40aine de pages, qui s'appelle Une belle grève de femmes, qu'elle termine un mois après la fin de la grève. Elle a été, au moment où la grève se termine, elle est étonnamment rappelée, réintégrée dans l'enseignement, puisqu'elle avait été suspendue pour pacifisme. Elle a été condamnée pour pacifisme pendant la Première Guerre mondiale. Donc elle avait été suspendue de l'enseignement. Elle est originaire de Haute-Savoie. Et étonnamment, elle reçoit un télégramme à la toute fin du conflit qui lui apprend qu'elle est réintégrée et qu'elle est attendue pour la rentrée scolaire en Haute-Savoie, justement pour reprendre son poste. Alors on peut y voir une bonne nouvelle pour elle, elle adorait son métier, etc. Mais un concours de circonstances qu'on peut interroger, notamment par rapport à la crainte justement de l'essaimage et de l'organisation des femmes dans les autres usines et ailleurs sur le littoral breton. Donc voilà, ça c'est les petits étonnements qu'on a pu avoir. Mais Lucie Colliard, elle insiste sur la solidarité qui a pu être construite et sur... Elle a eu une intelligence politique aussi remarquable, pas dogmatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée avec son catéchisme révolutionnaire. La population à Douarnenez à l'époque a une pratique religieuse très importante, très traditionnelle, et c'est pas quelque chose qui va être remis en cause. On va pas arriver avec le catéchisme du Parti communiste qui proscrit, en gros on choisit son drapeau. Là pour le coup il n'y a pas de remise en cause et de critique à l'égard de cette pratique religieuse. Ça va aussi jouer un rôle dans la confiance qui va se construire autour de la dynamique de la grève. Alors, il y a effectivement une vague d'adhésion importante, à la fois au syndicat, mais parce que c'est pour bénéficier aussi des secours, il faut aussi s'engager. Donc, il y a cette adhésion-là qui ne va pas durer, en fait, à la fois du côté syndical et du côté du parti, qui ne va pas durer longtemps, qui va s'effilocher assez rapidement. Et le secrétaire fédéral du Parti communiste déplore le fait que, comme les femmes sont très peu payées, en fait, ce que coûte une cotisation salariale, syndicale, est vraiment importante, et donc que des femmes se partagent une adhésion syndicale. Donc en fait, derrière un nom, c'est plusieurs femmes qui se cotisent, 2, 3, 4 femmes qui se cotisent pour payer en fait une adhésion syndicale. Et voilà, ça pose aussi des questions du coup sur la façon dont on peut comptabiliser les choses. Mais en tout cas, il y avait cette image d'Épinal qui était souvent évoquée, de dire que les femmes allaient à la messe en utilisant la carte du syndicat
ou du parti comme marque-page dans leur missel. Voilà. Mais c'est peut-être une image d'Épinal, mais en tout cas, ça dit des choses sur la façon dont cette espèce de syncrétisme a pu se faire aussi ici et a permis aussi la victoire de manière durable et massive de l'organisation politique. Alors, je vois que Sonia nous dit, ça y est, c'est terminé. Alors, voilà, donc il est sans doute midi. Donc on vous remercie donc pour votre présence. Alors à partir du 21 novembre à Douarnenez, nous allons commencer à célébrer ce centenaire de la grève. Donc la grève a duré 46 jours. On va essayer pendant ces 46 jours, du 21 novembre 2024 jusqu'au début janvier, jusqu'au 12 janvier 2025, eh bien, nous ferons des activités, des conférences, tous les vendredis soirs, des bals, puisque voilà, il y avait aussi les bals, beaucoup d'interventions, de spectacles qui seront proposés. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette grève, n'hésitez pas à participer et à revenir pour cette période de célébration. Donc je vous rappelle aussi que Fanny vient d'écrire et de publier un ouvrage qui s'appelle L'élection interdite, donc sur l'élection de Joséphine Pencalette. Donc vous avez le livre si vous voulez vous l'acheter, vous l'offrir. Il est donc là avec Valérie qui le présente. Donc merci à vous et puis bonne suite dans les fêtes maritimes de Douarnenez.